Salut tout le monde, je suis comme toujours ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Pour ce mois d'octobre 2022, j'ai essayé longuement de trouver un thème qui pourrait être intéressant pour faire des vidéos un petit peu plus spooky pour Halloween. Je vous avoue que j'ai rien trouvé de particulièrement intéressant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une compilation de vidéos sur le thème du cannibalisme. On a commencé ça la semaine dernière avec l'histoire de Austin Aroof. On va continuer ça aujourd'hui avec l'histoire de Zach et Adi qui est très particulière, c'est le cas de le dire. Même si cette affaire ne peut pas être réellement considérée comme traitant de cannibalisme, je trouvais personnellement qu'elle avait sa place en ce mois d'octobre. Je pense que cette affaire est quand même assez connue, en tout cas j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais ça me tenait vraiment à cœur d'en parler parce que de un, je trouve cette histoire complètement fascinante, l'affaire au complet de A à Z m'a vraiment passionnée, et de deux, parce que ça se passe dans mon endroit préféré au monde, la Nouvelle-Orléans. J'étais obligée de faire une affaire sur la Nouvelle-Orléans. J'avais d'ailleurs pensé à faire une spéciale Nouvelle-Orléans pour ce mois d'octobre, mais j'avais pas assez de contenu pour tenir le mois au complet. Donc pour l'instant, on va se contenter de cette affaire. Avant que l'on entre plus en détail dans notre affaire du jour, je suis très heureuse de vous annoncer que notre partenaire aujourd'hui n'est autre que HelloFresh. Et quelle joie que de vous parler de nouveau de leurs produits absolument incroyables. Honnêtement, je n'ai jamais été une très grande fan de cuisine et j'ai jamais eu beaucoup de créativité dans les plats que je prépare. Donc HelloFresh me sauve vraiment la vie à ce niveau-là. Et rien de plus simple que de cuisiner avec HelloFresh. Vous avez un large choix de plats différents mis à votre disposition, et ce, peu importe que vous aimiez la viande, que vous soyez végétarien ou encore que vous mangiez un peu de tout. Vous pouvez sélectionner les options de votre choix et avoir une box contenant des recettes parfaitement adaptées à vos besoins. Chaque semaine, vous recevez votre boîte remplie de produits frais et pré-proportionnés et de recettes variées, faciles à suivre et comprenant toutes les informations nutritionnelles qui vous permettront de cuisiner aussi bien pour vous-même que pour toute votre famille. Et il est très facile d'ajuster la réception de vos boîtes. Si admettons vous partez en vacances une semaine, HelloFresh va alors s'adapter à votre disponibilité. La livraison se fait directement à votre porte et absolument tous les ingrédients nécessaires pour la réalisation de vos recettes sont compris à l'intérieur de la box. Vous n'avez donc rien à ajouter. Plus la peine donc de passer des heures à réfléchir à de nouveaux menus variés et à aller faire vos courses. Et ce, grâce à HelloFresh. Et avec le lien que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir aujourd'hui avoir jusqu'à 20 repas offerts et la livraison gratuite sur vos prochaines commandes. Rendez-vous donc dans le lien en description pour en apprendre plus sur cette offre et pour, à votre tour, vous régaler avec de délicieux repas. Merci encore à HelloFresh de faire ce partenariat avec moi. Et maintenant, place à notre affaire du jour. Comme toujours, si vous avez un petit cœur sensible, vous devriez peut-être vous abstenir de regarder cette vidéo. Mais à l'inverse, si vous avez l'estomac bien accroché, vous pouvez vous installer bien confortablement car on va commencer. Zach Bowen, né Zachary Morgan Bowen, voit le jour le 15 mai 1978 à Bakersfield, en Californie, où il grandit entouré de ses parents Laurie et Jack. Lorsque Zach était encore très jeune, lui et ses parents ont passé leur temps à voyager et à aller d'un état à l'autre, et ce durant plusieurs années. Jusqu'à ce que durant l'année 1990, Laurie et Jack, ses parents, décident de se séparer, dû au fait que le père de famille n'agit aucunement comme tel et préfère s'amuser et vivre comme un ado plutôt que d'assumer ses responsabilités. Zach va alors rester vivre aux côtés de sa mère et de son petit frère en Californie, alors que son père va aller s'installer à Seattle. Durant son adolescence, Zach devient un jeune garçon plutôt réservé, mais toujours le premier pour faire rire ses amis et pour s'amuser. Et justement d'ailleurs, à l'école, il est connu comme étant le blagueur de service, ce qui attire les autres élèves à se rapprocher de lui. C'est justement cette popularité grandissante qui va le pousser à se présenter en tant que roi du bal de fin d'année durant sa deuxième année de lycée. Zach a toutes les chances de son côté et est même persuadé qu'il va être élu avec plus de la majorité des votes. Mais lorsque le grand jour arrive, il tombe de haut à l'annonce du gagnant, qui n'est pas lui malheureusement, mais un autre élève de sa classe.
Zach est totalement dévasté et va alors prendre une décision plutôt radicale, celle de quitter le lycée et ce à une année seulement de l'obtention de son diplôme de fin d'année. Il va alors se renfermer sur lui-même et plonger dans une terrible dépression. Sa mère va tenter par tous les moyens de le faire revenir sur sa décision, mais lorsque Zach a une idée en tête, il est quelqu'un de très têtu et il est impossible de lui faire changer d'avis. Des tensions commencent alors à voir le jour au sein du domicile des Bowen, et Zach, qui n'avait alors presque aucun contact avec son père, prend la décision de faire ses bagages et de partir s'installer à Seattle aux côtés de ce dernier. Son père est alors ravi de renouer contact avec son fils, mais je vous rappelle qu'il n'a jamais été quelqu'un de très responsable et ne s'est jamais réellement affirmé en tant que figure paternelle auprès de Zach. Lorsque Jack a vu son fils pour la dernière fois, ce dernier entrait à peine dans l'adolescence, mais là, il se retrouve face à un jeune homme de 17 ans qui a bien changé. Jack, qui a toujours aimé s'amuser, faire la fête et surtout boire, se dit qu'il va enfin pouvoir partager cela avec son fils. Car autant dire que lorsque Zach était enfant, son père n'a jamais vraiment pris le temps de jouer avec lui. Jack a toujours trouvé les enfants ennuyants et ne s'en est jamais caché. Mais aujourd'hui, il n'a plus un enfant face à lui, mais bel et bien un adolescent de 17 ans, prêt à s'amuser lui aussi et faire la fête. Jack a donc la brillante idée d'emmener son fils en road trip. Les deux hommes se mettent alors en route et depuis Seattle, ils descendent toute la côte est des États-Unis pour se rendre jusqu'à la Nouvelle-Orléans qui est bien connue justement comme étant une ville où les gens font la fête du soir au matin. Ils vont s'arrêter en route dans plusieurs états où ils vont passer leur temps à boire et à sortir dans des clubs et ce jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à la Nouvelle-Orléans. Sur place, leur routine ne change pas, ils vont de bar en bar et dépensent tout leur argent en alcool. Mais lorsque vient le moment de reprendre la route pour rentrer à Seattle, Zach refuse de quitter la Nouvelle-Orléans. Il explique à son père se sentir comme chez lui sur place et vouloir même terminer sa dernière année d'études dans un lycée de la Nouvelle-Orléans. Son père est très surpris. Leur road trip touchait à sa fin et il s'attendait à remonter vers Seattle accompagné de son fils. Mais face à la détermination de ce dernier, il comprend très vite qu'il est inutile pour lui d'insister. Jack laisse donc son fils seul à la Nouvelle-Orléans et rentre à Seattle. Zach s'inscrit alors dans un lycée de la Nouvelle-Orléans et en attendant de commencer les cours, il cherche du travail en tant que barman. Il commence alors à déposer des CV dans tous les bars de Bourbon Street, qui se trouve être la rue la plus festive de la Nouvelle-Orléans, donc autant dire que les bars y sont plutôt nombreux. Il est très rapidement embauché et commence donc à travailler en tant que barman, et autant dire que Zach adorait son métier. Un soir, durant son quart de travail, il fait la rencontre d'une cliente, Lana Shupak, de 10 ans son aînée. Lana est une touriste de Dallas, venue passer quelques jours de vacances à la Nouvelle-Orléans avec des amis. Lorsque Zach et elle se rencontrent, c'est le coup de foudre immédiat. Ils passent alors le reste des vacances de Lana collés l'un à l'autre. Et lorsque vient le moment pour la jeune femme de rentrer à Dallas, Zach la supplie de rester avec lui et lui promet qu'ils seront tous les deux très heureux ensemble à la Nouvelle-Orléans. Il ne faudra pas insister longtemps pour que Lana prenne la décision de tout lâcher derrière elle pour rester sur place et s'installer aux côtés de Zach dans son petit logement étudiant qu'il louait à ce moment-là. Lana a cependant une condition, celle que le couple emménage rapidement dans un logement plus grand, ce qu'ils vont faire. Zach va finalement terminer ses études et continuer à côté de cela de travailler dans les bars de la Nouvelle-Orléans. Les choses semblent aller plutôt bien entre le couple, au point même qu'après quelques mois seulement de relation, Lana tombe enceinte. Au vu de sa différence d'âge avec son petit ami, elle se dit que ce dernier n'est probablement pas prêt à devenir père, ce qui risque de causer la fin de leur relation car elle, de son côté, est totalement prête à devenir mère et compte garder l'enfant. Mais à sa grande surprise, Zach accueille très bien la nouvelle et se montre même très enthousiaste à l'idée de devenir père. Le couple accueille donc quelques mois plus tard leur premier enfant qui est un petit garçon et décide à la suite de cela de se marier. Peu de temps après leur union, Lana tombe de nouveau enceinte et cette fois-ci le couple accueille une petite fille au sein de leur foyer. Durant l'année 2000, alors que Zach a 20 ans, il réalise que son salaire de barman ne suffit clairement plus pour subvenir aux besoins de sa famille. Il décide alors de se trouver un autre emploi pouvant lui rapporter un petit peu plus d'argent. Après quelques mois de recherche, au cours d'une discussion avec l'un de ses amis, Zach apprend que ce dernier a postulé pour rejoindre l'armée des États-Unis. Il se dit alors que ceci peut être une excellente expérience pour lui et décide à son tour de postuler. Il est presque immédiatement retenu et très rapidement se retrouve sur le sol irakien à défendre son pays en plein milieu de la guerre.
Après 4 ans au sein de l'armée, il quitte sa position et retrouve sa petite famille à la Nouvelle-Orléans. Mais à ce moment-là, il est totalement changé. Il a vu les pires horreurs durant la guerre et a même perdu plusieurs de ses amis. Autant dire qu'à ce moment-là, la mort faisait partie de son quotidien. Le Zach, plein d'humour et de joie de vivre que ses proches ont toujours connu, a alors totalement disparu, pour laisser place à un jeune homme froid, traumatisé, renfermé sur lui-même, et surtout en très grande souffrance mentale. Il souffre notamment de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression. Il tente alors de reprendre sa vie là où il l'avait laissée, mais les choses entre Lana et lui commencent à être extrêmement tendues et le couple passe son temps à se disputer, au point que quelques mois seulement après son retour à la Nouvelle-Orléans, Lana et Zach vont divorcer. Zach tente alors de se reconstruire et change de job. Il accepte une position en tant que barman toujours, mais cette fois-ci dans un autre bar de la ville. Au fur et à mesure que les semaines passent, les choses semblent aller de mieux en mieux pour lui. Et ce, d'autant plus lorsqu'il fait la rencontre de sa nouvelle collègue, Adrienne Mathias Hall, que tout le monde appelle Adi. Adi est née le 15 janvier de l'année 1976 en Caroline du Nord. Elle grandit dans un environnement familial extrêmement violent et abusif. Et dès son entrée dans l'adolescence, elle se met à boire de l'alcool sur une base régulière pour tenter d'oublier ses problèmes. Elle quitte alors la Caroline du Nord pour aller s'installer à la Nouvelle-Orléans où elle commence à travailler en tant que barmaid et ne donne plus la moindre nouvelle à ses proches. Sur place, elle enchaîne malheureusement les relations amoureuses tumultueuses avec des petits amis violents et abusifs. Elle a de nombreux amis cependant qui la décrivent comme une jeune femme adorable, pleine de joie de vivre et ayant le cœur sur la main. Mais d'après eux pourtant, Adi semble souffrir de troubles mentaux et notamment de troubles de la bipolarité. Elle peut être la personne la plus douce possible et en un claquement de doigts totalement vriller et devenir extrêmement agressive. Certains de ses amis pensent d'ailleurs que cette agressivité lui vient de son enfance et des nombreux abus dont elle a été la victime. Elle est décrite par tous comme étant un esprit libre. Adi arbore un style un peu hippie et suit toujours ses émotions. Elle est une artiste talentueuse, elle dessine et peint d'ailleurs très régulièrement sur son temps libre. C'est donc en 2005 qu'Adi et Zach se rencontrent lorsque Zach commence à travailler dans le même bar que la jeune femme. Zach est immédiatement attiré par Adi, mais clairement ses sentiments n'étaient pas du tout réciproques. Adi trouve Zach terriblement arrogant et est fatiguée de voir toutes les clientes flirter avec lui. Elle dit même à l'une de ses amies ne pas comprendre ce que les clientes lui trouvent, car d'après elle, il n'a pas le moindre charme. Cependant, Zach n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Adi lui plaît énormément et il compte bien lui faire changer d'avis à son encontre et lui faire réaliser qu'il est quelqu'un de très intéressant. Il tente alors sans arrêt d'engager la conversation avec la jeune femme et lui tient même compagnie lorsque cette dernière travaille seule. Ils vont finalement commencer à se trouver de nombreux points communs et Adi va tout doucement baisser sa garde. Une amitié se forme alors entre eux, mais cette amitié va très vite évoluer vers une relation amoureuse. Le couple devient très rapidement inséparable. Ils passent tout leur temps ensemble, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle car ils vont commencer à nourrir leurs addictions à l'un comme à l'autre. Ils se mettent alors à boire du matin au soir et à prendre toutes sortes de drogues, ce qui va très fortement inquiéter leurs amis. Mais après quelques mois de relation à vivre d'amour, d'alcool et de drogue, en 2005, l'ouragan Katrina fait son arrivée sur la Nouvelle-Orléans. Les chaînes d'information demandent alors à tous les habitants du coin d'évacuer avant l'arrivée de l'ouragan, expliquant que celui-ci va tout ravager sur son passage et qu'il est terriblement dangereux de rester sur place. Les habitants sont alors affolés et vont quitter la région le temps de quelques jours en priant très fort pour que leur maison ne soit pas détruite sous le passage de la tempête. Lana, l'ex-femme de Zach, vit toujours elle-même à la Nouvelle-Orléans avec leurs 2 enfants. À l'annonce de l'arrivée de la tempête, elle contacte immédiatement Zach et lui demande de venir se réfugier avec elle et leurs 2 enfants chez sa famille, ce que ce dernier va immédiatement refuser. Il explique alors ne pas vouloir quitter les lieux et avoir pris la décision de faire face à l'ouragan. Lana tente désespérément de le raisonner et lui explique que leurs 2 enfants ne peuvent pas vivre sans leur père. Elle lui demande donc, pour le bien de leurs enfants, de bien vouloir se protéger. S'il ne veut pas venir avec elle, aucun problème. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'ils se mettent en sécurité et se protègent de cet ouragan. Mais malgré l'insistance de Lana, il est impossible de faire changer d'avis Zach. Je vous rappelle que ce dernier est terriblement têtu. Adi et Zach ont un plan tout préparé. Ils ont prévu de se confiner dans l'appartement d'Adi en attendant que l'ouragan ne passe, ce que Lana va trouver terriblement dangereux et immature.
L'ouragan arrive alors sur la Nouvelle-Orléans, et même si une grande partie de la ville est totalement détruite et inondée, les dommages causés dans le Vieux Carré, qui est le centre de la ville et l'endroit où se trouvent Zach et Addie, ne sont pas aussi intenses. Ils se retrouvent néanmoins sans électricité et sans eau, et ce durant plusieurs jours. Cette situation serait très stressante pour la plupart d'entre nous, mais pas pour Addie et Zach. Ceci était pour eux une aventure qu'ils prenaient plaisir à vivre, ils avaient presque l'impression même de participer à un jeu de survie. Ils allaient chaque jour dans les bars de la ville qui étaient alors complètement abandonnés, y récupérer de l'alcool et rentrer ensuite chez eux pour le boire. Ils vont d'ailleurs entamer un petit commerce juste devant chez eux en échangeant l'alcool qu'ils avaient volé contre de l'eau ou de la nourriture auprès d'habitants ayant tout comme eux décidé de faire face à la tempête. Le soir, ils allument un feu de camp grâce à des planches de bois et des débris récupérés après le passage de l'ouragan dans les rues de la ville. Et sur ce feu, ils réchauffent la nourriture collectée dans la journée, des suites de leurs petits échanges. Le couple va alors attirer l'attention de beaucoup de leurs voisins qui vont petit à petit commencer à se joindre à eux autour du feu. Mais pas que, car la police va elle aussi garder l'œil sur ce couple qui passe ses journées à boire de l'alcool et à consommer de la drogue dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Les policiers vont donc se rendre à leur domicile à plusieurs reprises et vont à chaque fois être accueillis par une Addie très remontée. Bien souvent, elle leur hurlait dessus, les insultait ou encore leur montrait ses seins dans l'espoir de les faire partir, mais ceci avait plutôt l'effet inverse. Presque tous les jours, des patrouilles de police tournaient autour du domicile du couple pour surveiller leurs moindres faits et gestes. Les médias vont à leur tour s'intéresser à ce couple hors du commun qui a décidé de faire face à l'ouragan et tente de vivre une vie tout à fait normale au milieu d'une ville presque entièrement déserte. Ils sont alors interviewés par de nombreux magazines, dont notamment le New York Times, dans lequel ils se font appeler le roi et la reine de l'ouragan. Les semaines passent et bientôt les choses vont reprendre leur cours normal. L'électricité revient, les habitants reviennent eux aussi et les commerces ouvrent de nouveau. Ce qui va terriblement déplaire à Zach et Addie. Le couple a adoré se retrouver comme seul au monde et vivre une vie dans laquelle ils n'ont à se soucier de rien. Plus la moindre facture à payer, plus la peine de se rendre au travail, bref, pas la moindre responsabilité. De plus, durant l'ouragan, ils étaient idolâtrés de tous leurs voisins et toute l'attention était portée sur eux. Ce retour à la normale veut donc dire pour eux que le reste du monde va les oublier et passer à autre chose. Et donc, bye bye le roi et la reine de l'ouragan. Ils ne veulent absolument pas que les choses changent, c'est pourquoi le retour à la vie normale va être terriblement compliqué à vivre pour eux. Et même si au début ils ont l'impression d'être seuls contre le reste du monde, Addie et Zach vont très vite commencer à leur tour à se retourner l'un contre l'autre. Ils ne passent pas un jour sans se hurler dessus et l'un comme l'autre sont épuisés de cette situation. Zach finit par décider qu'il ne veut plus vivre ainsi et qu'il est temps pour lui de mettre fin à sa relation avec Addie. Mais Addie ne va pas très bien prendre la nouvelle, oh non, loin de là, et elle va le supplier de bien vouloir lui donner une dernière chance. D'après elle, un départ à zéro leur ferait le plus grand bien. Elle lui demande donc s'il accepte d'emménager avec elle dans un tout nouvel appartement pour donner une nouvelle chance à leur couple. Zach accepte et Addie et lui se trouvent rapidement un nouvel appartement qui est situé dans le Vieux Carré, juste au-dessus du temple spirituel de vaudou de la ville. Cependant, ce déménagement ne va pas aider le couple à régler ses problèmes car très rapidement, les cris et les disputes quotidiennes font leur apparition de nouveau. Et le pire arrive quelques semaines seulement après leur emménagement, lorsque Addie découvre que Zach la trompe avec une autre femme. Elle éclate alors de colère et décide qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de Zach. Elle se rend immédiatement au domicile de son propriétaire et lui demande s'il est possible pour lui d'effacer le nom de Zach du bail de l'appartement qu'ils viennent juste de signer pour que ce dernier n'ait plus le moyen d'entrer dans leur logement. Le propriétaire refuse cela et lui demande de discuter calmement avec son compagnon et si Zach effectivement accepte de retirer son nom du bail, alors ils vont pouvoir procéder à cela. Cette réponse, vous l'imaginez, ne va pas plaire à Addie et ce soir-là, lorsque Zach rentre du travail, une énième dispute éclate entre les deux. Des cris retentissent alors de leur logement et certains de leurs voisins sont capables d'entendre ce qui se dit derrière les murs de leur appartement. Un des voisins se souvient d'ailleurs avoir entendu Zach crier qu'il était temps pour lui de se débarrasser de sa petite amie une bonne fois pour toutes. Cette dispute a lieu le soir du 4 octobre 2006 et le lendemain, soit le 5 octobre, ni Addie ni Zach ne se présentent au travail. Leur employeur va alors tenter de les joindre à plusieurs reprises, mais malgré de nombreux appels téléphoniques, jamais personne ne va décrocher.
Ceci va inquiéter les collègues du couple, mais au vu de leurs addictions aussi bien à la drogue qu'à l'alcool, ils vont se dire qu'Addie et Zach ont probablement abusé un petit peu la veille et ne se sont pas réveillés à temps pour se présenter au travail. Ils s'attendent donc à les voir réapparaître le jour qui suit. Cependant, les jours passent et personne n'a la moindre nouvelle du couple. Il faudra attendre le 17 octobre pour qu'un appel soit passé aux urgences, après que le corps d'un homme n'ait été retrouvé sur le toit du garage de l'hôtel Omni Royal Orleans. Les policiers arrivent rapidement sur place, mais ils ne sont pas immédiatement capables de déterminer s'il s'agit là d'un suicide et que l'homme a sauté volontairement ou si ce dernier a été poussé. Ça n'est que lorsque le corps de l'homme est fouillé et que parmi les effets personnels de la victime est retrouvée une petite enveloppe avec écrit dessus pour la police uniquement qu'ils vont avoir toutes les réponses à leurs questions. Voici le contenu de la lettre. Ceci n'est pas un accident. J'ai dû payer de ma vie pour celle que j'ai prise. Si vous envoyez une patrouille de police au 826 rue Rempart, vous y trouverez le corps démembré de ma petite amie Addie dans le four, sur la plaque de cuisson et dans le frigidaire, le tout accompagné de documentation sur notre relation et de ma lettre de confession signée de mes mains. Les clés se trouvant dans ma poche avant sont celles de la porte d'entrée. Appelez Léo Watermeyer une fois sur place pour qu'il vous laisse entrer. Signé Zach Bowen. Les policiers ne perdent pas une minute et se rendent directement à l'adresse laissée par Zach. Et à leur arrivée sur place, ils font face à une scène digne d'un film d'horreur. La première chose qu'ils remarquent se trouve être la température extrêmement froide à l'intérieur de l'appartement. On s'entend qu'à la Nouvelle-Orléans, il fait très rarement froid, donc l'air climatisé est bien souvent en route. Mais ce dernier, ce jour-là, se trouvait réglé sur une température de 15 degrés. Les murs de l'appartement sont remplis de tags. Ces derniers disent « Je l'aime », un autre « Je suis un vrai raté » ou encore « Je suis désolé de ne pas avoir pu terminer ». Et dans la cuisine, il est inscrit « Regardez dans le four ». En entrant dans la cuisine, les policiers sont mentalement préparés à faire face à une scène plutôt choquante, mais ce qu'ils vont découvrir va largement dépasser ce à quoi ils s'attendaient. À l'intérieur du four sont retrouvés les bras et les jambes d'Addie, complètement brûlés mais accompagnés d'assaisonnement et de légumes, comme si Zach prévoyait de se les faire réchauffer au soir pour le souper. À côté du four, dans une casserole placée sur le feu, se trouve la tête de la jeune femme, elle aussi totalement brûlée, tellement même qu'il est impossible de la reconnaître. Et placée juste à côté dans un autre plat se trouvent les mains et les pieds d'Addie. Le torse de la jeune femme va lui être retrouvé à l'intérieur du réfrigérateur, placé dans un sac plastique. Les policiers présents sur la scène de crime ce jour-là décrivent cela comme la pire chose qu'ils n'aient jamais vue de toute leur vie. Certains d'entre eux même souhaiteraient pouvoir retourner en arrière pour ne pas se rendre sur place et pouvoir ainsi totalement effacer ces images de leur mémoire. Un journal va rapidement être retrouvé à l'intérieur de l'appartement, contenant les aveux de Zach ainsi que la description des événements étant survenus le soir du 4 octobre. Et le tout dernier message laissé par Zach est ce dernier. À mi-chemin du meurtre, je me suis arrêtée et j'ai réfléchi à ce que je faisais. J'ai pensé à arrêter en plein milieu du travail. Cette idée m'est venue après un certain temps. Je me suis fait peur, non pas par l'action d'étrangler calmement la femme que j'aime depuis 1 an et demi, puis de profaner son corps, mais par mon absence totale de remords. Je sais depuis toujours que je suis une personne horrible, demandez à n'importe qui me connaît. Et j'ai décidé de quitter mon emploi et de dépenser les 1500 $ que j'avais en poche pour me rendre heureux jusqu'à ce que je ne me tue. Voici donc ce que j'ai fait. De la bonne nourriture, de la bonne drogue, de bonnes stripteaseuses, de bons amis, etc. Je n'ai contacté aucun membre de ma famille, cela expliquera donc le choc lorsque vous leur expliquerez ce qui est arrivé. J'ai passé un moment fantastique à vivre des journées bien remplies, il est presque temps maintenant d'en finir. Après avoir tué sa petite amie, Zach a caché le corps de cette dernière dans la cuisine et a continué de vivre sa plus belle vie en passant du temps avec ses amis et en faisant la fête. Et lorsqu'on lui demandait où se trouvait Addie, il prétendait tout simplement qu'elle était partie rendre visite à sa famille en Caroline du Nord. Après enquête, les policiers attestent que même si Zach semblait prévoir de manger le corps de sa petite amie, rien ne prouve qu'il ne l'ait fait. Ils pensent donc qu'il n'est pas allé jusque-là, mais n'en sont cependant malheureusement pas certains. Après que l'affaire n'ait été partagée dans les médias, certaines personnes ont affirmé que Zach aurait pratiqué des actes nécrophiles sur le corps de sa petite amie, mais ceci a été totalement démenti par la police de la Nouvelle-Orléans.
Zach s'étant donné la mort, l'enquête s'arrête là. Sachez en tout cas que l'appartement où le meurtre a eu lieu a été complètement rénové et il est possible aujourd'hui de le visiter au cours d'un tour spécial Nouvelle-Orléans et ses fantômes, accompagné d'un guide de la ville. Personne n'a jamais réellement su ce qui a conduit Zach à commettre un crime aussi atroce, mais beaucoup de ses proches et amis pensent que cela est dû au stress post-traumatique du retour de la guerre et qu'il n'était probablement même pas réellement conscient de ce qu'il faisait lors du meurtre. C'est donc ainsi que se conclut notre affaire du jour dédiée à Zach Bowen et Addie Hall. Et mon Dieu, quelle affaire! Laissez-moi vos impressions et réactions sur cette affaire en commentaire et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Merci encore à HelloFresh d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour et n'oubliez pas de vous rendre dans le lien en description pour avoir jusqu'à 20 repas gratuits ainsi que la livraison offerte sur vos prochaines commandes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!